bonjour à tout le monde. C'est toujours un exercice étonnant en ne voyant pas le public, mais voilà. En n'ayant qu'une demi-heure, on ne sera que deux intervenants, mais mon collègue Michael Ballasolaire est dans l'Assemblée et le cas échéant pourra participer aux questions-réponses. Donc voilà, je crois que d'une manière générale, l'information principale est évidemment celle du forum, puisque c'est le gros changement qu'on attendait après plusieurs essais pour le moment. Juste peut-être commencer par rappeler que, évidemment, dans le secteur de l'accueil de l'enfance, que ce soit l'accueil temps libre ou l'accueil petite enfance, évidemment, les APE sont une source importante du financement sectoriel. Et donc, évidemment, le dossier n'est évidemment pas léger. Et donc, il faudra effectivement être très attentif à ce que les objectifs de la réforme APE, notamment un objectif qui est vraiment fondamental aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire la neutralité pour les employeurs du coût, puisse également ne pas avoir un effet pervers dans les mécanismes de cofinancement de l'ONE. Et donc, c'est un peu le sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, mais en distinguant bien les situations où des postes font l'objet d'un cofinancement APE-ONE, ça veut dire que les normes de subventionnement ONE impliquent que lorsque les APE sont présents sur un même poste, il y a une déduction du subside ONE par rapport à la contribution APE en points et en réduction de cotisation sociale. C'est évidemment une situation différente qu'on abordera nettement moins aujourd'hui, mais là, effectivement, c'est tout l'impact de la neutralité budgétaire de la réforme APE. C'est que les postes sans cofinancement ONE, évidemment, sont évidemment en principe non impactés puisque les enveloppes les contiennent également. Et donc, l'intervention qu'on va faire aujourd'hui porte principalement sur les postes cofinancés. Alors, évidemment, on vient dans l'enchaînement, dans la suite de ce que la réforme menée par le Forum se met en place. Et donc, aujourd'hui, on est en train de travailler avec le Forum pour bien voir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants et pour pouvoir bien appliquer la gestion des cofinancements en cohérence avec les principes de la réforme APE. Donc un travail est en cours avec le Forum et un travail est en cours au sein de l'ONE, je dirais sur deux points. D'abord les mesures d'impact et deuxièmement, une fois qu'on aura déterminé la manière de fonctionner précisément avec les cofinancements, il y a aussi tout un volet aspect technique à prendre en charge, à prendre en compte. Effectivement, mais dès lors que ça va avoir un impact sur les subsides, ça implique qu'on modifie les demandes de subsides, qu'on explique comment on doit mentionner les informations à l'avenir et que les outils informatiques soient adaptés en conséquence, le tout pour début 2022. Voilà, c'est juste un peu pour poser le cadre général. Et donc, pour la suite, on va avoir deux interventions, une partie sur l'accueil petite enfance que je ferai moi-même et la deuxième partie sur l'accueil temps libre qui sera présenté par Monsieur Laurent Didier. Donc voilà, en ce qui concerne l'accueil petite enfance, juste le rappeler en termes de scope, mais qui est concerné principalement les crèches au sens nouveau de la réforme des milieux d'accueil, c'est-à-dire l'ensemble des milieux d'accueil collectifs subventionnés dans le cadre au minimum du modèle de destination concernant le subside d'accessibilité ou le subside d'accessibilité renforcé, en ce compris tous ceux qui ne seraient pas encore transformés en crèche, et donc il reste quelques prégardiennats, MCAE, etc. qui sont concernés. Les SASP, les services d'accueil d'enfants malades, et dans une moindre mesure, les services d'accueil d'enfants qui pourraient, le cas échéant, avoir des postes APE dans leur personnel d'encadrement psychomédico-social. Mais là, c'est plus à la marge. Alors, dans la manière dont l'ONE va aborder la gestion des cofinancements, nouvelle version, je crois qu'on essayé de développer un certain nombre de principes de base, de principes généraux. Le premier, c'est d'essayer de rester en cohérence avec les objectifs de la réforme APE. Et donc d'essayer vraiment d'éviter tout impact dans la gestion des cofinancements qui ne tiendrait pas au principe de neutralité vu par la réforme, par exemple, et d'essayer que le tout soit le plus cohérent possible. Deux, dans la même logique, pour les cofinancements, l'approche que l'on mettra en place visera à une neutralité pour les pouvoirs organisateurs et pour l'ONE, j'insiste. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est que les montants déduits
précédemment ne soient ni plus ni moins élevés que ceux qui seront maintenus et déduits demain. C'est extrêmement important, d'une part, et avant toute chose, évidemment, pour les pouvoirs organisateurs, qui ne doivent pas voir, à l'occasion de la réforme APE, leur financement au NE se réduire, mais même chose, pour le NE et le budget de la communauté française, si on veut pouvoir continuer à financer, il faut évidemment que la réforme n'ait pas pour impact d'aggraver le montant de la gestion par l'ONE de manière significative. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les modalités techniques. Donc la manière de gérer les choses, ce à quoi on travaille, c'est de rechercher la plus grande stabilité et le moins de changements possible, le moins de charges administratives possible. Parce que par ailleurs, pour plein d'autres raisons, il y a déjà pas mal d'évolutions qui sont en cours ou qui sont en cours de préparation indépendamment de la réforme APE. Et donc, je crois que l'objectif est d'essayer de ne pas bouleverser trop la gestion technique des demandes de subsides. Autre élément important, le Forum l'a expliqué, la réforme APE s'inscrit dans un processus de digitalisation au niveau du Forum et qui va s'accroître avec la mise en œuvre de la réforme. Chez nous, du point de vue ONE, on tombe en plein aussi avec un processus de digitalisation des demandes de subsides. On vient à peine pour les crèches de passer à la demande de subsides électroniques via les logiciels ProENE et mon équipe. Évidemment, ça veut dire qu'on va devoir adapter, mais pas arrêter, les processus d'introduction en ligne, plutôt, mais donc on ne va pas revenir à du papier ou remodifier les choses, on va devoir adapter le processus digital chez nous. Alors, autre point dans les principes de base, concrètement, je vous dis, pour le moment, on travaille en interne et en externe. Il y aura également un travail avec les fédérations patronales pour voir comment on va finaliser l'ensemble des mesures techniques. Mais concrètement, on peut déjà annoncer le calendrier suivant en termes de travail. Dans la foulée des informations Forum, dont celle-ci, une première information globale sera adressée à l'ensemble des pouvoirs organisateurs dans le courant de la semaine prochaine, qui fixe un peu les principes que je viens d'énoncer et surtout la volonté de stabiliser au niveau financier. La deuxième chose, qui annonce également une communication détaillée qui donnera peut-être lieu à une autre rencontre de ce type-ci, fin de l'année, avec les modalités pratiques financières, administratives, digitales, etc., afin d'être prêt pour mettre l'ensemble en application pour les demandes de subsides du premier trimestre 2022. Nous sommes donc bien à ce stade dans une phase de préparation du nouveau dispositif, dans une phase de définition des modalités pratiques. Et donc, je ne vais pas malheureusement pouvoir vous présenter aujourd'hui l'ensemble des détails des mesures, parce qu'effectivement, vous imaginez bien que les choses présentent une certaine complexité. Et si on veut respecter les principes que je viens d'énoncer, on doit quand même faire un certain nombre de tests, faire un certain nombre de simulations avant de pouvoir annoncer le dispositif concret. Alors, juste peut-être revenir sur la situation actuelle, parce que dans les questions qu'on avait reçues avant la présentation, on nous demandait de rappeler un peu quelle est la situation d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pour le personnel qui est subventionné par l'ONE, j'insiste, on parle bien de personnel subventionné par l'ONE, si les points APE portent sur ce même personnel, les points et les réductions de cohésion sociale patronale sont déduits du subside de l'ONE. C'est ce que j'appelle les APE cofinancés. Certains d'entre eux ont une coloration particulière parce qu'ils ont fait l'objet soit des programmations et des plans cigognes précédents, et donc où le personnel de périculture, pour l'essentiel, était cofinancé avec les régions. Et là, il y a une standardisation des points qui était prévue, puisque et la question a été posée, d'où viennent ces 6 points, dans le cadre des programmations pour un temps plein. Systématiquement, le montant du cofinancement était fixé à 6 points. Donc ça, c'est pour les programmations précédentes. Même chose dans le cadre des transformations qui ont eu lieu dans le cadre de la réforme APE, l'autre réforme APE,
Donc il y a la réforme des APE et la réforme de l'APE pour accueil petite enfance ici. On a transformé un certain nombre de milieux d'accueil en récupérant des points APE qui étaient disponibles dans le cadre des anciennes versions des milieux d'accueil. Exemple, quand je transforme une MCAE où le personnel n'était pas cofinancé, eh bien le personnel qui est financé maintenant en crèche, mais qui était sous statut APE, la même déduction, une déduction s'opère également pour les points APE. Donc ça, c'est le cas particulier d'APE qui sont cofinancés, c'est le scope principal. À côté de ça, il y a évidemment les APE sans cofinancement, qui restent évidemment dans la maîtrise et dans le scope entier du pouvoir organisateur et de son affectation, et qui donc, eux, ne font pas l'objet évidemment de déduction ou de fonctionnement. Ça, c'est la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc, pour demain, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui va faire l'objet de la communication de la fin d'année? C'est de communiquer à chaque pouvoir organisateur, pour chacun de ces milieux d'accueil, le montant qui sera déduit et les modalités pratiques de cette déduction par rapport au subside ONE. Deuxième chose que l'on doit faire, je l'ai dit, c'est adapter le système de déclaration des subsides, donc via ProENE, et les demandes de subsides digitales qui devront effectivement s'adapter légèrement, le plus légèrement possible, c'est ce qu'on essaye de réfléchir. Également, adapter les processus pour ce qui n'est pas encore digitalisé. Donc on sait que pour les SASP et les SAMD, là il n'y a pas encore de version ProENE, et donc il faudra trouver également une adaptation des processus actuels pour la fin de l'année. Alors, puisque la logique est que l'enveloppe du forum vise à maintenir le financement, c'est la logique de stabilité pour vous, on va travailler dans la même logique. Donc l'idée, c'est de figer la valeur des points et des réductions de cotisations patronales qui sont actuellement déduites en fin de régime, d'ancien régime APE, si je puis dire, de vous communiquer cette enveloppe et de poursuivre la déduction à l'avenir sur cette base. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'on déduisait en fin de période restera le même montant qu'on va continuer à déduire à l'avenir, avec évidemment les mécanismes d'indexation qui correspondent. Donc ça, c'est vraiment la logique. On a essayé de réfléchir à d'autres systèmes, mais l'idée, c'est de rester au plus proche de ce qui était déjà déduit, ce qui est déjà déduit aujourd'hui, et de partir de cette logique-là, en travaillant cette fois-ci par milieu d'accueil, puisque ça fait partie du subside de chacun des milieux d'accueil concernés. Ça ne changera pas, et en figeant les montants qui ne seront donc plus à partir de là évolutifs en dehors des indexations. Pardon. Alors, un autre point qui est particulier à l'accueil de la petite enfance, c'est les plans cigognes et les cofinancements qui s'y rapportent. Je crois que c'est M. Birler qui l'a évoqué tout à l'heure. Pour les projets qui ont été retenus dans les programmations antérieures, essentiellement Cigogne 3, donc les appels à projets qui sont en cours d'exécution, où les places sont en cours d'ouverture, un certain nombre de places sont encore à ouvrir. L'engagement de cofinancement, sur base des accords qui ont été établis entre les cabinets, est évidemment maintenu. Et donc, les conventions ont été prolongées et on va avoir un maintien des cofinancements pour ces projets-là. Mais là, on est encore dans du passé actif, si je puis dire, mais c'est quand même important de pouvoir le rappeler, parce que c'est ce qui permet tant à l'ONE qu'à vous d'avoir la garantie du maintien du financement des nouvelles ouvertures de places qui sont déjà décidées. J'insiste, déjà décidées. Alors la question, quand on parle d'avenir, c'est, on sait, vous êtes tous pour la plupart dans le secteur, qu'une nouvelle programmation est en cours de préparation, puisqu'elle a déjà été notamment annoncée dans le cadre du nouveau contrat de gestion de l'ONE, mais également par d'autres canaux régionaux notamment. Et donc, nouvelle programmation dit, est-ce qu'on va encore appliquer la même recette? Et donc, une des questions qu'on nous posait, c'est, y aura-t-il encore des APE en cofinancement demain, dès lors que la réforme passe par là? Les négociations sont en cours pour le moment entre le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, je ne pense pas découvrir trop la couronne en disant que oui, la logique, c'est que des APE, entre guillemets post-réforme, si je puis dire, seront prévus dans le cadre de cet appel à projet commun entre la Wallonie,
Bruxelles, mais là, on est hors scope, et l'ONE. Donc oui, il y aura un nouveau nombre d'APE qui seront prévus. Et donc, ils viendront en sus des enveloppes précédentes, évidemment. Donc ça, c'est pour répondre à la question des plans cigognes en cours et des futures programmations en préparation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, mais en synthèse, qui semble vraiment important, le message qu'on tient vraiment à faire passer aujourd'hui, c'est l'idée que le montant du subside restera stable et ne fera pas l'objet d'une déduction supérieure à ce qu'elle était antérieurement. C'est vraiment le message que l'on veut pouvoir faire passer. Et le deuxième message, c'est qu'on va tout faire pour que l'adaptation administrative soit la plus simple possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernière ligne droite, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais essayer d'être concret et rapide, en sachant, comme l'a dit Eddy, on est dans le même schéma au niveau de l'accueil temps libre. On est au stade des principes et on doit encore réfléchir à toute l'organisation concrète et à l'aspect vraiment pratique, à l'opérationnalisation pour intégrer cette réforme APE au niveau de l'ONE. Au niveau de l'accueil temps libre, comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs, mais seulement 2 secteurs sont concernés par cette réforme. Ce sont les opérateurs AES2 et les coordinations ATL, puisque dans les autres secteurs, même ils bénéficient de postes APE, ils bénéficient de subventions, et heureusement, parce qu'autrement on ne sait pas comment ils fonctionneraient, l'ONE, pour sa part, leur verse un subside de fonctionnement. Donc le subside que nous leur octroyons ne concerne absolument pas l'emploi. Donc la réforme n'a aucun impact sur l'accueil extrascolaire de type 1, les écoles de devoirs, et encore moins les centres de vacances qui ont très peu d'APE. Voilà, on peut passer à la dia suivante. Pour les opérateurs AES2, donc je vais distinguer clairement 2 choses. J'ai l'habitude d'insister sur cette distinction. Il y a d'une part le calcul de l'enveloppe de subvention. Donc ça, c'est le montant maximum dont l'employeur peut bénéficier. Et d'autre part, la justification de la subvention. Et donc, bien sûr, les points APE, les anciens points APE, la subvention APE intervient des 2 côtés, mais de manière différente. Dans le calcul de l'enveloppe de subvention, lorsque nous avons mis en place le système définitif de subventionnement de l'AES2 au 1er janvier 2018, donc après une période transitoire qui s'est terminée en décembre 2017, nous avons figé la situation des aides à l'emploi, APE et autres, sur base des données de l'année 2017. Donc on a fait un tour de tous les opérateurs en disant, voilà, qu'est-ce que vous avez reçu comme aide à l'emploi en 2017 qui interviennent dans le calcul du subside ONE. Pour reprendre les termes qu'Eddy a utilisés tout à l'heure, ce sont les travailleurs cofinancés, donc qui bénéficient à la fois d'un subside APE et d'une intervention de l'ONE. Les autres travailleurs ne sont pas compris dans ces données. Donc, on a figé le montant parce qu'on s'est rendu compte en ATL qu'il y avait énormément de modifications dans les équipes, beaucoup de turnover, parfois des difficultés de remplacement, de trouver du personnel qui était dans les conditions pour bénéficier aussi des points APE, parfois des périodes assez longues sans travailleurs. Et si on tenait compte de la situation réelle, telle qu'elle est prévue dans l'arrêté, on avait des grosses variations de subsides d'une année à l'autre, ce qui n'était pas évident pour la gestion des opérateurs. Dès lors, on a proposé, et le CA de l'ONE a validé cette proposition, de figer le montant. On dit on part avec le montant 2017 et ce montant, on le déduit chaque année de la subvention en l'indexant selon les mêmes modalités que la subvention, et cela garantit la stabilité de l'enveloppe. C'est un principe
Enfin, c'est un principe qui fonctionne depuis 2017 et qui n'a jamais posé de problème puisqu'il n'y a aucun risque de dérapage budgétaire pour l'ONE et une facilité de gestion pour les employeurs. Quand on parle de montant figé, je précise, c'est bien les aides à l'emploi et les réductions de cotisations patronales. Nous avons déjà, nous, pris un peu d'avance et additionné les deux. Donc, demain, après la réforme APE, qu'est-ce qui se passera? Ben, on essaye de garder la continuité, la stabilité au niveau du subventionnement. Donc, on va garder le même principe d'un montant fixe de cofinancement qui, logiquement, sera le même, en tout cas sera équivalent à ce qui existait auparavant, puisque, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début, un des grands objectifs de la réforme, c'est la neutralité et c'est la continuité. Donc, les employeurs devraient bénéficier des mêmes montants de subventions APE, donc il n'y a pas de raison de toucher à ce montant que nous déduisons du subside ONE. On a quand même une petite garantie au cas où, pour des raisons légitimes, il y aurait une évolution de cette subvention APE. On pourrait revoir ce montant. Ce serait vraiment du cas par cas. Mais cette possibilité est déjà aussi prévue dans notre texte réglementaire. On pourrait aussi revoir la capacité subsidiable, donc le volume d'activités subsidiées, pour garantir que cette évolution possible, éventuelle des subventions APE n'ait pas d'impact sur le subside de l'ONE. Donc, on pourrait conserver l'équilibre comme ça, mais je le signale vraiment à titre informatif parce que les situations seront, à mon avis, très rares. Donc, ça, c'était pour le calcul de l'enveloppe qui ne bougera pas. Pour la justification de la subvention, et voilà, il y aura des aménagements techniques essentiellement. Aujourd'hui, ben, vous savez bien, enfin, les opérateurs AES2 savent bien, ils doivent déclarer sur le portail pour chaque travailleur subventionné les salaires mensuels et les subventions APE. Bon, demain, plus de montant affecté spécifiquement à chaque travailleur, hein, ce sera un montant global. Le but, c'est de ne pas léser l'employeur et d'éviter le double subventionnement. Donc, comment allons-nous faire? Ben, on ne va pas changer grand-chose. Sinon, des aspects techniques. Euh, on peut passer à la suivante. Merci. Conserver le même niveau de cofinancement APE qu'avant la réforme pour chaque travailleur concerné. Donc ici, on essayera de simplifier l'encodage, évidemment, pour ne pas vous demander de découper votre subvention APE, de faire, de compliquer les choses alors que la réforme APE va dans un sens de simplification à ce niveau-là. Donc, on doit encore réfléchir aux modalités, mais le but, c'est d'avoir le même niveau d'intervention APE qui soit déclaré pour chaque travailleur concerné par le subventionnement ONE. On contrôlera ça voilà, de deux façons, sur base des coûts globaux, coût global au niveau du travailleur et coût global au niveau de l'employeur, et de la liste des travailleurs APE déclarés au Forum. Ça, bien sûr, s'il y a des modifications dans la liste renseignée enfin complétée par l'employeur au niveau du forum, il faut évidemment que ces informations nous soient connues, alors qu'elles soient renseignées par l'employeur aussi ou qu'il y ait à terme un lien entre les bases de données de l'ONE et du forum, on peut rêver. Euh, Ça, on ne le sait pas encore, mais voilà, ce sera un moyen de contrôle pour suivre l'évolution des postes. Alors, on a recensé quelques points d'attention. Les difficultés, c'est plutôt des points d'attention. Ce sera évidemment plus compliqué, les opérateurs qui ont beaucoup de secteurs d'activité. On a quand même quelques communes qui bénéficient des subventions AES2. On sait que là, c'est plutôt fluctuant, la façon dont on affecte les cofinancements. Et donc là, on sera particulièrement attentif à ce qu'il y ait une stabilité et un maintien des postes APE au niveau de l'AES2. On a aussi un point d'attention pour
Ah non, tu as été un peu trop vite, Eddy. Un point d'attention pour les travailleurs qui sont actifs dans plusieurs... Non, non, c'est la suivante. Voilà, c'est celle-là. Merci, merci. On a un point d'attention pour les travailleurs qui sont actifs dans plusieurs secteurs, hein, qui peuvent avoir un mi-temps en AES2, un mi-temps dans le 0,3, un mi-temps dans la jeunesse. Voilà, il faudra aussi garder la stabilité. Et ça, ben, c'est comme dans la petite enfance, la distinction entre les APE subsidiés par l'ONE et les APE entre guillemets surnuméraires, puisqu'au niveau de l'AESD, on ne parle pas de surnuméraire, mais voilà, vous comprenez le principe. Ceux qui sont cofinancés, donc qui bénéficient de deux sources de subventionnement, et ceux qui n'ont que le financement APE. C'est des points que nous devrons éclaircir, mais qui devraient, voilà, si on garde ce principe de continuité, ça ne devrait pas poser trop de soucis. On a parlé des emplois jeunes. Un petit point d'attention. Donc avant, ils étaient considérés comme personnel non subsidié, sauf exception. Et les exceptions deviennent de plus en plus nombreuses. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas subsidiés par l'ONE? Parce que le salaire, au départ, est couvert en totalité par le fonds MAE. Mais avec l'ancienneté qui augmente, puisque le personnel APE, on sait que c'est limité à 30 ans. Emplois jeunes sont limités à 30 ans, mais peuvent quand même, à terme, enfin, après quelques années, dépasser le plafond. Quand l'ancienneté, avec 7, 8, 10 ans d'ancienneté, ils peuvent dépasser le plafond qui est octroyé par le fonds. Et dans ce cas-là, ils étaient intégrés dans le subside ONE en tant que personnel cofinancé pour que l'ONE prenne en charge la différence. Cette différence, si on ne limite plus le contrat à 30 ans et que l'ancienneté continue à évoluer, elle va augmenter. Ce qui veut dire qu'on pourrait prendre une part plus grande de ce personnel dans le financement, dans le subside AES2, sans pour autant que ce subside augmente. Donc je précise, si on intègre, si on subsidie une part plus importante des emplois jeunes devenus APE en AES2, ce sera au détriment d'autres personnes. Il n'est pas prévu à ce stade que le subside augmente. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire pour l'AES2. Comme je dis, on est encore au stade des principes et on veut être rassurant, mais on doit travailler vraiment sur les aspects concrets. Et alors, le deuxième secteur qui est concerné par la réforme des APE, ce sont les coordinations ATL, où là, c'est beaucoup plus simple. En fait, la réforme des APE n'a pas d'impact sur le montant de la subvention, puisque la subvention, c'est un forfait qui est déterminé par la réglementation ATL, qui n'a aucun lien avec le statut des travailleurs. Donc, c'est un forfait par commune qui dépend du nombre d'enfants dans chaque commune. Donc, le fait qu'on engage les personnes sous statut APE ou pas n'a aucune incidence. Et alors, je pense qu'il reste un slide, voilà. Et alors, dans la justification, même chose. Soit la commune, puisque c'est pratiquement uniquement des communes qui engagent les coordinations ATL, maintient le même niveau de cofinancement APE dans sa justification, donc rien ne change, on garde l'équilibre. Soit ils diminuent, ils peuvent le faire, ils disent, ben moi je vais rééquilibrer mes APE et je vais déclarer moins de cofinancement APE. Ça ne change pas la subvention, mais on augmente la charge salariale justifiée et ce sera ça au détriment d'autres frais. À l'inverse, s'ils augmentent les cofinancements APE des coordinateurs ATL, mais on diminue la charge salariale justifiée à l'ONE et on peut alors intégrer d'autres frais dans la justification du subside. Voilà, donc ici c'est vraiment très simple et il y a vraiment une certaine liberté qui est laissée à l'employeur pour organiser pour équilibrer ses comptes au mieux, c'est-à-dire en fonction des besoins, puisque de toute façon cela n'a aucun impact sur le subventionnement de l'ONE. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de conclure ici, alors de vous donner les pistes pour poser vos questions par la suite, si ça vous va. Nous, les fédérations patronales, donc la CODEF, la FIL et les autres, nous sommes quand même assez rassurés
sur cette réforme APE et le fait qu'elle va permettre de maintenir l'existant. Donc on sait que dans notre secteur, les aides à l'emploi permettent, dans le secteur subventionné, de financer tous les métiers annexes sans qui rien ne tournerait. Je pense aux péricultrices, aux animateurs, etc., supplémentaires pour maintenir vos taux d'encadrement, mais aussi aux aides logistiques, aux aides cuisinières, aux directions et autres. Enfin, plus tard, elles seront peut-être financées, qui sait. Mais en tout cas, on sait que ce sont des aides indispensables pour maintenir les structures. Ça l'est encore plus pour toutes les autres qui ne sont pas subventionnées par l'ONE. Et pour tous ces emplois-là, je dirais qu'on est assez rassuré par ce maintien-là et la réforme APE. On est aussi rassuré par la simplification administrative. On espère que ce sera beaucoup plus simple, qu'il y aura moins de rapports à rendre et autres, ce qui vous permettra de dégager du temps pour vos missions les plus importantes, qui sont quand même d'accueillir tous les enfants avec une certaine qualité. Et je dirais qu'on est encore attentif pour la suite, pour les plans cigognes dont on a parlé, pour le refinancement de l'ATL, pourquoi pas, pour le refinancement de la réforme MILAC, pourquoi pas aussi. Alors, voilà, on attend, on va voir, on continue pour essayer de revaloriser les métiers, les barèmes et autres. Pour finir aussi, sachez que les PowerPoint, l'arrêté quand il sera publié, le décret, etc., seront disponibles gratuitement sur nos 2 sites, le site de la CODEF, le site de la FIL. Les vidéos aussi, laissez-nous un petit délai pour les monter, mais les vidéos de ce matin seront aussi disponibles et diffusables. Les fédérations patronales, donc la CODEF, la FIL, mais aussi l'UNESA et autres, on reste disponible pour toutes vos questions individuelles, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email. Je suppose que l'ONE aussi, et vous avez entendu, un communiquera fin d'année peut-être. N'hésitez pas à contacter. Maintenant, on est encore à l'étape des travaux, donc pas encore trop de pression. Et alors, pour finir, un grand merci à l'ONE, au cabinet d'emploi, au Forum, à la CODEF, je les regarde, ils sont en face, et à mon équipe de la FIL pour tout ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà, je vous remercie. Bon appétit. Il est 12h37. Au revoir à tous.